réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Les décodeurs, c'est jusqu'à 9h30 dans la matinale d'Atlantic Radio, il est 8h17. Bonjour à Hicham Hamadi, PDG de Togo. Bonjour, comment ça va ? Ça va, très bien. Très bien. Et puis, Hafid Boutaleb, analyste géopolitique, qui est là, en pleine forme. Oui, en pleine forme, bien sûr. En pleine forme, voilà. Hafid Boutaleb qui revient de Belém. Ouais. C'est super. C'est très sympa. Bon, j'espère que tu n'as pas mis le doigt dans l'Amazon comme tu le souhaitais. J'ai pas eu le temps d'y arriver. Ah bon, alors donc pas de tourisme. Vraiment pas. Non. Ah, j'ai pas trouvé le temps. Il y avait. Alors moi j'aime bien parce que je le dis aux auditeurs, on communiquait par WhatsApp avec Hafid et donc il me disait voilà j'ai mis 3 quarts d'heure pour aller pour rentrer dans la COP. C'était compliqué. Cette ville elle est apparemment compliquée, hein, Belém avec. C'était un peu avec les travaux, c'est quand même une ville qui est passée d'une ville avec beaucoup de bidonvilles et puis à une ville qui devait être montrable pour la COP 30, c'est ça ? Oui, alors en fait c'est la capitale d'un État qui fait 1,5 million de km², gigantesque avec 12 millions d'habitants. La ville elle fait 1,5 million d'habitants en elle-même. Elle est au cœur à l'entrée de l'Amazonie, l'estuaire de l'Amazone, gigantesque estuaire avec plein de bras. Et donc. Alors, Hafid, on a déjà parlé de COP. C'est vrai, on a fait un direct. Sur l'antenne, on a fait un direct, on était en direct de Belém. Mais Hicham Hamadi, on n'a pas eu l'occasion de vous entendre sur la COP. J'ai pas eu ce plaisir. Ben non, vous ne m'avez pas appelé. Ben non. Apparemment, vous avez appelé. Pourquoi on a jamais appelé? Je sais pas. Vous savez, j'ai aussi WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. C'est vrai. Bon, quel est votre avis par rapport à cette COP ? C'est une question qu'on s'est posée la dernière fois. Est-ce que les COP, ça sert toujours à quelque chose ? Voilà. Franchement, j'ai un avis très mitigé par rapport à ça. Parce que ça m'étonne. Écoute, ça m'étonne de moi aussi. Oui. Je m'étonne aussi. Non, je pense que c'est un des éléments de maîtrise des échanges et de la croissance. Et de la maîtrise plutôt dans le sens politique que dans le sens écologique. Pour moi, c'est plus un des outils utilisés entre les concurrents qui produisent les biens au niveau mondial pour freiner la croissance d'un certain nombre de pays. Globalement, je vois, c'est pour bloquer la croissance de la Chine et pour bloquer la croissance de l'Afrique. Ah ouais, carrément. Moi, je le vois comme ça. C'est presque une théorie du complot, ça. Non, pas de complot. C'est très clair. Globalement, vous savez quoi ? On va vous donner de l'argent pour rendre vert toute votre production. Oui. Ok, mais le mécanisme d'accès à cet argent est très compliqué. Compliqué, complexe et limité sur un certain nombre de process. On va imposer des certificats à l'entrée surtout en Europe, à l'entrée en Europe. Et il va falloir que ce produit soit vert et donc globalement qu'il ait utilisé un certain nombre de choses. Taxe carbone, voilà. Et derrière, moi, je le vois comme étant une barrière non tarifaire, tout simplement. Et que ça freine la croissance de la Chine et ça freine la croissance des pays émergents. Quand je dis pays émergents, c'est les grandes puissances, typiquement le Brésil et autres. Et donc, je le vois plutôt comme ça. Mais ça ne veut pas dire que... Et après, sur le fait que la Chine soit quand même un très gros pollueur, et en même temps, le producteur le plus important de voitures électriques. Franchement, cette notion de pollueur, ça ne veut pas dire que je suis climato-sceptique. Je pense qu'effectivement, on est en train de détériorer notre planète. Et voilà. Mais cette notion de pollueur, voilà comment on a ancré dans nos têtes que la Chine est un très grand pollueur. C'est pas vrai. Le plus grand pollueur, c'est les États-Unis. C'est aussi basique que ça. C'est très simple. Après, nous dire qu'il y a plus d'usines là-bas et que ça utilise des énergies qui sont fossiles. C'est pas que les usines, c'est le charbon, massivement. C'est pas le charbon, c'est le fait de la masse. Vous savez, qu'ils produisent rien, ils seront les plus grands pollueurs. C'est aussi simple que ça. Après, là où je suis d'accord avec vous, c'est sur le fait que ces usines se sont modernisées et que la partie environnementale, elle est prise en compte depuis... Si vous regardez la moyenne de consommation et la moyenne d'émissions carbone par habitant au niveau des États-Unis et vous le comparez au niveau de la Chine, vous allez trouver que l'Américain est plus pollueur que tout être humain dans le monde. Mais ça, c'est vrai.
C'est aussi basique que ça. Mais en fait, ce que dit Hicham, c'était vrai jusqu'à il y a quelques années, parce que le monde évolue très vite, très rapidement. La Chine disait ça, effectivement, à la COP de Copenhague en 2009, où elle expliquait qu'elle avait besoin de 10 ans de croissance supplémentaire et qu'elle ne pouvait pas accepter toutes ces barrières écologiques, certaines. Voilà. Seulement aujourd'hui, la Chine est devenue le leader dans la COP. Si vous rentrez dans la COP, le premier pavillon qui saute aux yeux, c'est la Chine. C'est celui qui organise le plus de side events. Il est très actif et les Chinois sont les premiers à défendre la transition écologique. Et puis, bon, c'est pas tout à fait vrai que cette réglementation internationale, cette régulation internationale freine les pays en développement. On voit comment le Maroc, au contraire, profite beaucoup de la transition écologique en Europe. C'est-à-dire que avec toutes les énergies vertes que nous sommes en train d'installer, donc on est forcé puisque on apporte notre énergie, mais cette énergie verte aujourd'hui, nous sommes sur des projets sérieux comme l'hydrogène vert qui nous permettra de décarboner sur place pour exporter, prélever la taxe carbone localement pour qu'elle puisse bénéficier au Maroc et ensuite exporter en Europe au lieu qu'elle soit prélevée en Europe. Donc quand même ça nous a poussé à bien nous organiser et ça nous bénéficie. Pourtant on est un pays émergent de petite taille. Cela étant, il faut quand même rappeler aujourd'hui le plus important, puisqu'on est en pleine COP, la COP continue à Belém, c'est qu'il y a les effets du changement climatique, du fait essentiellement, effectivement, de la manière dont on gère notre rapport avec la nature, la façon dont on traite les espèces, le vivant en général. Ça me rappelle cette phrase d'Aurélien de Barrau, qui est un grand lobbyiste en faveur de cette lutte contre les effets du changement climatique, qui dit « Tant qu'on détruira un espace gorgé de vie, un étang avec autour un bois, et pour construire un môle avec du ciment, alors là, ça ne pourra pas appeler ça croissance. » Et en réalité, il n'a pas tout à fait tort, mais aussi il n'a pas tout à fait raison, parce qu'il y a un rapport de force. Peut-être c'est ça ce que Hicham voulait rappeler, c'est que effectivement, il y a aujourd'hui un lobby très puissant qui cherche à... Pourquoi ? Parce qu'il y a une économie derrière qui s'est construite pendant 150 ans sur des considérations totalement différentes et qui aujourd'hui doit changer de cap. Et ça prend du temps. Et donc effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le lobby, par exemple, des hydrocarbures. Vous savez qu'il y a très présent, très de plus en plus au sein de la COP, il y a des articles qui sortent, qui sont diffusés. L'extractivisme est toujours là. Et il faut trouver un moyen de faire avec. Et la posture idéologique radicale, elle ne porte pas ses fruits. On l'a bien vu même au moment de l'accord de Paris, où tous les chefs d'État, il y avait un alignement des planètes, comme on dit, où il y avait une véritable volonté, à l'époque avec Obama aux États-Unis. Donc les États-Unis n'étaient pas climato-sceptiques comme aujourd'hui. Et pourtant, l'accord de Paris n'est pas contraignant, parce qu'il y a un rapport de force. Et donc, il faut se situer un peu entre ce que dit Aurélien de Barrau par rapport à la façon dont on traite le vivant et par rapport à les lobbies fossiles, des énergies fossiles et aussi fossiles d'une certaine manière pour l'image, parce qu'ils sont anciens dans leur conception. Et trouver une voie entre les deux, c'est ça ce qui fait que l'opinion publique reste sceptique. Moi, pour expliquer mon propos, ce que dit mon ami est très vrai. La COP crée énormément d'opportunités parce qu'elle met sur un pied d'égalité des pays qui n'étaient pas producteurs de technologie et des pays qui sont producteurs de technologie, parce qu'on commence sur quelque chose de nouvel. Quand on parle de nouvelles technologies actuellement qui sont liées à l'électrique, l'hydrogène vert, les batteries, c'est quelque chose de très récent. Et donc la barrière à l'entrée, elle est très faible et donc elle peut être adoptée par tout le monde, ce qui est vrai. Maintenant, ça nécessite énormément d'investissement. Ça nécessite énormément de... Quand je dis énormément, c'est... je parle de colossal. Hein, c'est pas... Oui, énorme, bien sûr. C'est pas notre taille. Et donc, du coup, il y a une autre barrière qui est financière. Et c'est pour cela que j'arrive, c'est pour cela que l'aide, globalement, ce transfert d'argent qui devrait se faire entre les pays pollueurs et les pays non pollueurs, dans la réalité, il est très, très compliqué à mettre en place. J'en ai fait même l'expérience. Et donc, du coup... Pour y accéder, c'est très difficile, ça passe par des conventions étatiques, et puis après l'application sur le terrain, elle est limitée par un certain nombre de process audités, et donc les certificats carbone derrière sont, voilà, il y a à boire et à manger, et derrière, même
au sein d'une communauté qui pollue, ils ont la possibilité de décarboner sans que ça soit réellement décarboné. Et c'est pour cela que le diable est dans le détail. Maintenant, l'approche du vivant et le traitement du vivant, elle a énormément de sens. Et ça, c'est récent. Ça, c'est depuis, je pense, 3-4 COP qu'on y attache énormément d'intérêt parce qu'avant, c'était, pollueur-payeur, convention de transfert d'argent et puis après, bascule technologique. Ceci étant, on est très, très, très en retard par rapport à ça, si je parle de notre pays. Et si je parle des pays qui sont, entre parenthèses, en voie de développement. Et vous l'avez si bien dit, la Chine a rattrapé le coup et elle est devenue le premier qui défend cette approche. Oui. Parce qu'aujourd'hui, elle a la capacité d'exporter du verre. Et ça, c'est... Alors on va en reparler, on va aussi parler des enjeux de l'article 9.1 qui est super important. On va parler aussi du Grand Sud face au Grand Nord, parce que c'est un des enjeux aussi de cette COP30, enfin, c'est une des réalités de cette COP30, enfin des COP en général. Il est 9h28, prochain à suivre, 8h30, le journal de Karim Droné, et nous on se retrouve juste après Karim. Retour des codeurs, Hafid Boutaleb et Hicham Hamadi aujourd'hui sur Atlantique, 8h43, on parle de la COP30. Alors, j'ai envie de vous demander un truc. Il y a cet article 9.1 de l'accord de Paris qui traite de l'engagement des pays développés à fournir un soutien financier aux pays en développement pour les aider à lutter contre le changement climatique. C'est bien résumé. Ouais. Pourquoi c'est encore aujourd'hui au cœur des tensions à la COP30 ? Parce qu'il faut l'implémentation. Il y a eu trop de promesses. C'était l'accord de Paris ? Oui, c'était l'accord de Paris, c'était l'article 9.1 de l'accord de Paris, oui, pour la justice climatique en fait. COP 21. COP 21, et là, on est déjà à la COP 30. COP 30, ouais. Bon, alors, il y a eu des fonds mobilisés, c'est seulement que... alors, il y a 3 types, c'est la provision, la mobilisation et les flux. Alors, la provision, c'est les fonds publics, la mobilisation, c'est les fonds privés, pour résumer. Ouais. Et les flux, c'est tous les financements concessionnels, alternatifs, philanthropiques et tout. Et en fait, ça prend du temps à mobiliser les fonds. Alors, il y a beaucoup de promesses. On promet, par exemple, jeudi, juste pour donner une idée, $1 milliard. Et puis, quand on va voir 2-3 ans plus tard, il n'y a que 40 millions qui sont sur la table et finalement, très peu de réalisation. Donc, encore une fois, c'est très compliqué. Le problème de la COP, c'est qu'elle est souvent victime des effets d'annonce, de la volonté des ministres et des exécutifs, des dirigeants, notamment des pays du Nord développés, de vouloir s'affranchir un peu très vite pendant ces 2-3 semaines de la critique du Sud global, en promettant à tour de bras. Et une fois que ça passe, il faut passer à l'exécution et il y a d'autres événements et puis on passe à... Et ensuite la COP revient, COP X et ainsi de suite. Tu me permets, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. Les annonces sont faites, ceux qui les croient, c'est ceux qui les entendent. Et puis après, non. La citation de Chirac. Moi, je connais pas celle-là qui s'engage que celle qui croit. Attendez, moi je pense que quand on a une citation comme ça, on ne peut qu'envoyer la pub. 8h46, c'est passionnant ce qu'on dit, et même pendant la pub. Alors donc, Hicham Hamadi nous citait Jacques Chirac, figurez-vous. Écoute, je savais pas que c'était lui qui avait dit. Non, c'est Hafid qui dit ça. Bon, c'est une encyclopédie vivante. Il a la capacité de retrouver les noms. Depuis tout à l'heure qu'il me cite des noms et des citations. Ouais, un peu. Franchement, bravo. Un peu de Chirac ne nuit à personne. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un amoureux du Maroc et taraudant. Exactement. Donc on parlait de la COP30. Donc ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Pourquoi ? Parce qu'il y a des annonces effectivement pour faire taire le Sud. Par contre, les annonces ne sont pas, on va dire, réalisées. Entre la promesse et la réalisation, il y a un fossé. Par contre, sur la réglementation, ça suit tout de suite. Oui. C'est ça ce qui se passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf. C'est globalement toutes les barrières sont facilement installables parce que c'est un papier A4 globalement. Et donc globalement on dit, vous savez, il faut que votre produit ait un marquage de temps, mais l'argent n'arrive jamais. Ça sent l'expérience vécue. Bah oui. Mais derrière, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et même si l'argent qui est mobilisable, l'accès est encore très compliqué. Très très compliqué. Le process pour y accéder est compliqué. Les audits sont compliqués. Et donc c'est pour cela que pour moi, c'est une manière de ralentir le développement de certains. Et
enfin malheureusement, heureusement, je ne sais pas, la Chine a su s'adapter rapidement. Et donc ça crée un équilibre, parce que s'il y a quelqu'un qui arrive à créer l'équilibre actuellement, c'est la Chine. Mais la Chine a les moyens de s'adapter. Ouais, elle s'est adaptée, Ouais. et elle a adopté les nouvelles technologies d'une manière assez, on va dire, fast. Et pas que elle, aujourd'hui, d'autres pays sont en train de faire le même pas. L'Inde. L'Inde. Oui, l'Inde et la C'est Chine. ça, les excès. Justement, tiens, puisqu'on parle d'Inde et de Chine, qu'est-ce que ça en dit des rapports là entre le Sud global et les pays du Nord? Hein, cette notion enfin c'est pas une notion d'ailleurs, c'est un groupement de pays, le Sud global, et qui revient à la charge à chaque COP, parce que Bien sûr. On parlait en off, Oui. la RDC qui... alors justement, parlons de la RDC. La RDC qui était vraiment jusque-là, dans toutes les COP, à côté des pavillons des pays insulaires. Donc des petits pays de 100 000, 200 000 habitants. Et puis, on parle d'un pays de quand même 110 millions d'habitants. Le plus grand pays francophone d'ailleurs dans le monde, il faut le rappeler, avec la plus grande ville francophone, c'est Kinshasa. 20 millions, je pense, ou 15 millions. Et puis là, d'un coup, la RDC, elle a un immense pavillon à côté de celui de la Chine. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, la forêt, puisque effectivement, avec le Brésil, donc il y a ce fonds, alors nouveauté quand même de cette COP, Forever Forest, le fonds porté par Lula, qui a pour objectif et qui apporte une vision alternative un peu au financement classique, qui veut faire comme un fonds souverain et qui pourrait investir partout, sauf dans les fossiles, collecter les gains et les redistribuer. Mais je reviens à la RDC, donc la forêt effectivement, et puis les minéraux critiques. Et encore une fois, pour rebondir par rapport à ce que disait Hicham, c'est vrai que le Sud global est mis sous pression, mais ça ne veut pas dire qu'il est mis en minorité. C'est-à-dire que les COP redistribuent les cartes, et il y a des pays comme la RDC qui se trouvent du jour au lendemain propulsés au devant de l'agenda. Oui. Et donc les minéraux critiques, comme le pays en regorge, c'est ce qu'on appelle un scandale géologique. Vous connaissez cette expression? On l'utilise aussi pour le Maroc. Le fait d'avoir 70% des phosphates, on appelle entre guillemets un scandale géologique. Donc la RDC, c'est véritablement un scandale géologique. Il y a de tout. Il y a tout, le coltan, le cobalt, tout ce qu'il faut. Et donc par conséquent, la Chine encourage la RDC. Et d'ailleurs, les deux pavillons sont à côté. C'est intéressant de voir la géographie des pavillons pendant la COP. Et je suppose que la Chine est très présente sur le terrain. Ah oui, oui, oui. Et ils sont même présents sur le pavillon de la RDC. Mais les Américains sont absents. Je pense qu'ils ont tort. Je pense que Donald Trump, encore une fois, c'était pour des raisons électoralistes, mais je crois que l'Amérique reviendra, puisque de toute manière, là, on parle pas. La COP, c'est un événement pendant l'année, mais il y a plein d'autres événements. Il y a des myriades d'actions. L'Inde, par exemple, chaque État, j'ai vu une initiative qui a impliqué 6 millions d'agricultrices dans un État qui est l'Andhra Pradesh, avec des résultats formidables. L'Inde est pionnier dans ce genre d'initiative. Donc, ça redistribue les cartes et je dirais que le Nord là a intérêt à suivre le Sud global et pas l'inverse. Bon, et alors le Maroc dans tout ça, voilà, le Maroc dans cette COP. Quelle est la place du Maroc? Quelle est la place du Maroc sur la position africaine? Quelle est la place du Maroc là actuellement dans cette COP à Belém? Alors, il n'y avait pas de pavillon Maroc. Non, ça je sais, oui. On l'a expliqué dans ce direct. Erreur, pas erreur? Non, pas erreur. Pas erreur. Oui, parce que c'est trop loin. Ouais, ils se sont fait un peu taper sur les doigts la dernière fois pour tout l'argent dépensé. Peut-être que c'était ça, mais je pense que là, par rapport à la COP, les enjeux sur la forêt, ainsi de suite, on était quand même un peu loin. Et puis rappelons-le, quoi, on est quand même un des pays qui a déposé la 3e salve de contribution nationale déterminée et un des rares en Afrique à l'avoir fait. Donc on est allé surtout porter sur ça. 3.0, vous en avez parlé. Voilà. Et demander aussi l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, peut-être, c'était pas l'occasion de dépenser, mais aller pour demander à ce que les pays du Nord, encore une fois, posent sur la table. On le dit depuis tout à l'heure. Ça traîne, ça prend du temps. Vous vous souvenez de cette NCQG, l'objectif nouveau quantifié global, et qui avait l'année dernière, on en parlait de 1300 milliards. Alors là, on en parle beaucoup moins, vous remarquez. 1300 milliards de dollars, c'est des sommes colossales. Au final, on aboutit à 300 milliards à bas coût.
Ah oui, c'est que l'Excel qui connaît ces chiffres. C'est Excel la réalité, la réalité, voilà, on parle de 300 milliards, ça va être distribué comme les instruments, c'est les fonds verts pour le climat, alors, par exemple ici en Afrique, la Banque africaine de développement, ainsi de suite. Mais pour le moment, il y a des fonds mobilisés, mais ça traîne, et quand on parle de 300 milliards, on verra à l'horizon 2035, peut-être qu'on arrivera à 120 milliards, et ainsi de suite. Donc un pays comme le Maroc, il obtiendra 500, 600 millions s'il les obtient. Donc c'est des sommes colossales, mais au final, on a l'impression que la montagne accouche d'une souris, voilà. Exact. Et derrière, dans les mécanismes, c'est que chaque contributeur va exiger l'usage de sa technologie. Oui. Et c'est globalement quand il met un chèque, il vous dit, vous savez quoi, pour avoir une part de ce chèque, il va falloir utiliser ma techno. Mais ça, c'est dans les négociations. Alors, les pays du Sud global défendent quand même la liberté de choisir quelle que soit la technologie. On a beau à défendre. Oui, quelqu'un qui paye, c'est ça. C'est lui qui exige. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez pleurer, vous pouvez acheter du Kleenex, que vous voulez. Et dans le Kleenex, je ne sais pas s'il est écolo. Donc derrière, c'est eux qui... Non, je pense. Non. Il faut mettre de l'eau. Et donc, du coup, c'est pour ça que, pour moi, c'est un événement qui est majeur, effectivement, pour la protection de la planète, mais le Maroc, dans tout ça, ce qu'il a fait, et c'est pour ça que je suis très... sur ce sujet, on a été très bon, c'est qu'on a fait notre homework, et qu'on a fait le travail pour la production, on va dire, de l'électricité. C'est quelque chose d'assez intéressant. Ça nous permet de dépasser la barrière non tarifaire au niveau européen par rapport au transport et par rapport à la production de notre agriculture. Donc ça nous permet d'avoir ces certificats. Et je pense qu'on continue, on est en train de développer, mais pas autre mesure, parce que encore aller plus loin sur des technologies qui sont maîtrisées par d'autres n'a aucun sens. Et dans les investissements actuellement ne sont pas, on va dire, n'ont pas un impact direct sur le citoyen, au-delà du fait que ça a un impact sur des exportateurs à un moment, mais ça n'a pas un impact tout le temps sur le citoyen. Typiquement, vous voulez faire de l'écologie, il va falloir remplacer les technologies des frigos. C'est aussi basique que ça. Et les frigos, ça se vend partout dans le monde. C'est chaque maison égale un frigo. Mais ça, on n'y touchera jamais tant qu'il n'y a pas une nouvelle technologie. C'est intéressant ça. Alors, ça, c'est très intéressant. Le froid est un élément essentiel aujourd'hui dans la lutte contre les effets du changement climatique, c'est-à-dire le respect de la chaîne de froid. Exact. C'est ça, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire les frigos sont toujours, mais aussi la sécurité alimentaire. Exact. Et ça, c'est très important, c'est pris à bras le corps par il y a des organismes qui mais il n'y a pas de rupture technologique pour l'instant, c'est pour ça que c'est pas le sujet. Personne aujourd'hui n'a une solution qui est... Il y a des solutions qui sont proposées. Il y a un constructeur japonais. Vous devriez faire de la politique, hein, parce que on fait de la politique. C'est une nouvelle façon de voir. Non, on fait de la politique chaque jour. Mais bien sûr, on fait de la politique au quotidien. Je plaisante, c'était juste un. Bon, mais non, il y a un constructeur japonais qui est très présent, vous savez, dans le pavillon. Mais ça coûte cher. Je ne veux pas dire la marque, ça coûte très cher. Non, mais imaginez. Ça coûte cher. Non, mais imaginez que les Indiens inventent le frigo. Voilà. Et là, vous allez voir une levée de bouclier extraordinaire pour qu'ils ne vendent pas jusqu'à ce qu'il y ait alignement des autres. Non, pas nécessairement. Vous savez ce que les Indiens vont inventer, ce qu'ils sont souvent inventés, c'est les économies d'échelle. C'est-à-dire, ils vont aller s'adresser à ce constructeur japonais, ils vont lui dire, écoute, si on achète 100 millions, combien tu nous fais le prix ? Et tu nous le fais plus bas que le marché. Et ça marche. Mais bien sûr, ça fonctionne. Maintenant, ils sont plus intelligents que ça, et même les Chinois, globalement, c'est du transfert technologique. Si vous voulez qu'on achète, il va falloir que ça se passe chez nous. Effectivement. Il faut qu'il y ait une usine chez nous. Il va falloir qu'on accède à cette techno. Et oui, vous avez l'économie d'échelle au départ. Par contre, après, on partagera la valeur. Et c'est que comme ça. C'est que de la négo. Ce que tu as dit tout à l'heure est vrai. Ouais. C'est que de la négo. Vous voulez le chèque, on passe à table et on se dit, qu'est-ce que vous allez m'acheter à la fin. Là, au départ, ça partait très bien, notre conversation sur on va inventer des nouvelles technologies complètement écologiques. Et puis là, on termine avec Foxconn et Tata. Donc, qu'est-ce que vous voulez mais c'est ça le truc. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a d'autres problèmes, et à mon sens, qui sont prioritaires. La famine, les problématiques d'équité sociale, l'accès, on va dire, le droit d'avoir, de vivre dignement. Et ça, c'est des problématiques qu'on peut résoudre, typiquement avec la COP, mais on ne les résout pas. On est en train de résoudre les affaires politiques et les bras de fer. Alors, les décodeurs aujourd'hui avec Greta Boutaleb et le Mahatma Ahmadi, et on se retrouve juste après la pub et les infos.
Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec aujourd'hui Hafid Boutaleb et Hicham Hamedi. Messieurs, merci beaucoup. Franchement, on va finir avec la COP30 parce que tu voulais nous parler du Venezuela. Oui, alors pas vraiment en lien avec la COP30, mais effectivement, en visitant le Brésil, je me rends compte que le Venezuela est très présent dans l'esprit des Brésiliens. Ouais. D'un côté, alors la ligne de clivage entre la gauche et la droite est impressionnante au Brésil. Hein. C'est soit on est de gauche, soit on est de droite. Ça rappelle un peu la France avant Macron. Ouais. Et donc, aujourd'hui... Ça ne m'étonne pas du Brésil. Enfin, bon, alors, voilà. ce qu'il y a, c'est que ceux qui sont contre Lula l'accusent de vouloir transformer le Brésil en Venezuela et que qu'il est un pantin entre les mains de Maduro. Voilà, il faut que tu expliques hein, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas branchés ni Venezuela ni Brésil, initiés. Voilà. Donc ce qu'il faut dire, c'est que au Brésil, on a un président qui s'appelle Lula, et au Venezuela, on a une espèce de leader charismatique. Bon, charismatique, il est ce qu'il est, mais c'est Maduro, effectivement. Non, mais tu vois la différence entre les deux, voilà, c'est ça. Et on l'accuse, Lula da Silva d'être un pantin entre les mains de Maduro, alors que le Brésil est quand même... le PIB, il est 25 fois plus important que celui du Venezuela. Pourquoi ça perdure, ça, en Amérique du Sud, ce type de... Et oui, alors, ça perdure... de figure d'État, quoi, tu vois. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un Brésilien de gauche qui m'a dit Maduro est pour nous ce que Saddam Hussein était pour vous. Ouais. Et que l'Irak, ça sera l'Irak d'hier, ça sera le Venezuela de demain. L'Amérique bombardera. Sympa pour ceux qui voulaient partir en vacances au Venezuela. Non, faut pas y aller. Faut pas y aller au Venezuela. Et donc c'est ça, c'est très présent dans les esprits cette montée un peu en puissance de l'Amérique, des États-Unis plutôt, dans les Amériques. On appelle ça la doctrine Monroe. Le D qui remplace donc la doctrine Monroe avec le Big Stick qui avait été élaboré par Washington en disant c'est notre chasse gardée, l'Amérique, le continent américain, et on refuse toute ingérence étrangère. Et nous, par contre, les Américains avons le droit de nous ingérer dans tous les pays d'Amérique latine. Et là, ça avait été remplacé à partir de Jimmy Carter par le droit de l'homisme et ainsi de suite, le donneur de leçons. Et donc, c'est vrai que l'Amérique avait contribué, aidé un certain nombre de pays à leur transition vers la démocratie. Hein, pas toujours successful, hein, on a vu ce qui s'est passé en Argentine. Mais là, retour à la doctrine Monroe, mais le M saute pour le D de Donald Trump, donc doctrine Monroe, et on le sent vraiment au Brésil, avec en plus la montée du protestantisme évangélique. Il y a un documentaire sur Netflix assez intéressant, Apocalypse sous les tropiques, ça donne un peu le ton de ce qui se passe au Brésil. Et tu voulais finir avec une histoire de telenovela. Oui, alors... avant de passer au sujet prochain, c'est vrai que... Il m'en parle depuis 15 jours. Mais le Maroc est très connu au Brésil, vous le savez, il y a une telenovela, alors j'ai oublié le nom, qui a été diffusée en 2001-2002, et qui raconte l'histoire d'une Brésilienne d'origine marocaine qui était repartie au Maroc dans la telenovela pour apprendre la danse du ventre. Alors, bonjour les clichés. Alors, c'est le Maroc avec le désert, et ça se passe à Fès, hein, pas à Marrakech, mais vraiment tous les Brésiliens connaissent le Maroc à travers. Dès que vous dites Marocco, alors ils disent Marocco, le R devient H. C'est excellent. Ils disent Marocco, ils te disent cette telenovela il y a 20 ans, etc. C'est très présent. Enfin, ils connaissent le Maroc aussi à cause de Hakimi, là. Enfin... Alors, oui, c'est vrai, ils connaissent le Qatar, mais ils pensent à leur équipe surtout, et ils sont déçus des performances, mais ils ont gagné 2-0 au Sénégal quand j'étais là-bas, donc on va les croiser au quart de finale pour les U17. Ah, intéressant. C'est le Brésil. Intéressant. On joue contre le Brésil. Un Brésil, en plus, on sera toujours obligé de les croiser au bout d'un moment, quoi. Exact. Donc, oui. Voilà. Deuxième sujet, le Maroc face au défi de l'électromobilité. J'ai vu plein d'articles là-dessus dans les journaux. Je sais pas, il doit y avoir dans les rédactions en ce moment. Il doit y avoir un truc. Tiens, si on faisait un truc sur les voitures électriques. Bref. Paris industriel, transition écologique et réalité du terrain. Le Maroc s'engage dans un pari ambitieux, devenir un acteur est-ce que je dois dire majeur? Parce que je l'ai écrit, mais maintenant je me dis pourquoi pas. Oui, devenir un acteur majeur du véhicule électrique tout en accélérant l'adoption de l'électromobilité chez les particuliers et les entreprises. Ça, c'est important. Les flottes, on n'en parle pas, mais ça, c'est crucial dans le développement de l'électrique. Alors, les questions. Hein. Le pari électrique est-il réaliste chez nous et que manque-t-il pour que les Marocains passent vraiment à l'électrique et pour que les entreprises marocaines passent vraiment à l'électrique? Ça fait beaucoup de questions.
On commence par laquelle? Alors sur cette idée de pari industriel d'abord. Alors, pari industriel, il va falloir qu'on puisse être comme ce qu'on a fait pour la voiture conventionnelle. Il va falloir qu'on produise ces voitures ici. Ou au moins qu'on ait une valeur ajoutée assez forte. Ok, alors la valeur ajoutée, ça c'est intéressant. Comme on a une valeur ajoutée sur la production de véhicules pour d'autres, voilà. Voilà. Conventionnel, on est à 60% a priori. Exactement. Surtout mais l'électrique actuellement, on n'en produit pas du tout. Et on peut bénéficier de cette intégration de clairement. De ces sous-traitants, de ces équipementiers, etc. On sait faire la carcasse, on sait souder, on sait faire un certain nombre d'éléments. Oui, ça le fait, mais il reste quand même des éléments qui sont cruciaux, notamment la batterie, et puis après toute la chaîne pour que le moteur fonctionne. Et ça, c'est une nouvelle technologie. Et c'est pour cela que le pari de dire on va basculer le tout électrique alors qu'on a des usines qui produisent des voitures conventionnelles, il faut regarder pourquoi. Il faut regarder la pertinence. Si on le fait, on est en train de tuer une industrie qui est chez nous. Et donc, si on doit le faire en mettant une autre industrie. Oui, mais est-ce que là, on n'est pas dépendant de ceux qui fabriquent des véhicules conventionnels ici au Maroc? Est-ce qu'on n'est pas dépendant de Renault, tout simplement, et de Stellantis? En fait, on doit. Stellantis, elle s'est engagée à faire du montage même des voitures électriques, à produire des batteries. Oui. Donc c'est plutôt une bonne chose. La voiture électrique égale la Chine. C'est aussi simple que ça. Parce que dans notre mindset, c'était cela. Non, voiture électrique égale la Chine. Il y a tellement de marques. Et si vous regardez actuellement les pubs et dans les rédactions dont vous avez cité, c'est que des voitures chinoises. Oui, depuis qu'on parle, je vous rappelle qu'il y a eu au moins 2 pubs pour des voitures chinoises. Voilà. Ouais. Et donc du coup, c'est une opportunité pour diversifier ce qui se passe actuellement, diversifier des investissements dans ce sens. Maintenant, les investissements qu'on a sont colossaux. Typiquement, la fabrication d'une grande usine de batteries. Ça, c'est quelque chose d'assez déterminant. Mais ça, c'est un truc dont on parle depuis longtemps. Oh, mais c'est énorme. C'est énorme, ça prend du temps. Méga usine de batteries. D'abord, c'est mobilisateur d'argent. 2, c'est de la techno. Et 3, c'est énorme. Vous savez, une batterie d'une voiture, l'aspect sécurité est plus important et crucial. Vous savez que vous ne pouvez, les batteries lithium, ça peut s'enflammer tout le temps. Donc il y a un aspect qui est technique ou technologique qui est très fort. Donc on peut pas monter une usine d'un coup comme ça. C'est très difficile. Et c'est mobilisateur d'argent. Mais il faut avoir toute la chaîne. C'est-à-dire, si vous faites les batteries, il va falloir avoir un marché pour écouler les batteries, il va falloir avoir des accords pour que ces batteries soient utilisées. Et donc oui, je me souviens de Rachid Yazami qui parlait de l'inventeur, on va dire, un des inventeurs de cette batterie au lithium, qui parlait d'installer évidemment des usines au Maroc. La question que je me pose, c'est pourquoi on demanderait au Maroc, pourquoi on s'installerait au Maroc? Pourquoi les Chinois viendraient s'installer au Maroc? Ils s'installent déjà. Oui. Alors ça, on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses prévues, mais qu'est-ce qu'on leur apporte? C'est cette passerelle avec l'Europe comme ça qui faciliterait les transports? Non, on est intégrateur de voitures à 60%. Oui, c'est ça, intégrateur de voitures. Donc, vous savez, on est intégrateur. Et donc ça, c'est pas une vue d'esprit. C'est réel. C'est-à-dire, on a la capacité de faire 60% d'une voiture. Et donc du coup, s'ils arrivent avec 40% qui est le socle, c'est très bien. Et donc ça, on a des usines quand on dit on a des usines, ça veut dire on a une main d'œuvre qualifiée qui a déjà fait de la voiture, qui a déjà travaillé dans la voiture. Okay. On a des sous-traitants qui sont déjà en normes. On a des entreprises qui ont investi dans ce domaine. Donc on a une plateforme qui est déjà prête, un écosystème qui est à convertir. C'est pas un écosystème simple, mais c'est un écosystème à convertir. Et donc tout ça... Ça peut être un écosystème hybride au début, bien sûr. Ensuite passer électrique. On se retrouve dans 1 minute. Alors, 9h18, on est dans un débat passionnant sur l'électrique, sur l'industriel. Tu en penses quoi, toi, Afid Boutaleb? Sur l'électrique, il faut penser à un élément essentiel, c'est qu'il faut décarboner les réseaux. Parce qu'au final, on va la brancher au réseau, et si ce réseau consomme 3 fois plus dans son état actuel qu'un réseau décarboné, c'est-à-dire tous les câbles, tout ce qui sort de l'ONE, eh bien ça sert à rien. Donc l'origine ne doit plus être du charbon.
pas que le charbon, c'est pas que d'abord c'est le lien avec le sujet précédent. C'est vrai, effectivement. Ça peut pas être, c'est pas bon, mais on fait pas que du charbon, on fait aussi du renouvelable. On en fait la puissance installée, elle est là, utiliser c'est autre chose, mais bon, elle est là. Mais c'est surtout aussi la qualité du réseau. Et ça, c'est tout un travail colossal que le Maroc quand même doit faire. Si on arrive à le faire, si on réussit à le faire, on aura vraiment la médaille d'or de la transition énergétique. Merci Greta. Ça c'est intéressant, mais moi je voulais revenir sur l'industriel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut parce que votre plan, il est formidable. On est capable de monter des voitures, on est capable de les faire sortir, comme ça. On a la main d'œuvre pour, on a la technologie pour, on a l'industrie pour, on a tous les sous-traitants qui sont là, les prestataires, machin. On sait faire des voitures. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire des voitures électriques ? Pour produire non seulement pour les quelques marques pour lesquelles on produit actuellement, qui sont des marques importantes, pour produire notamment, pourquoi pas, pour des grandes marques chinoises, des gros bangers chinois, on va dire. On voit ce que... Bon. Il faut qu'il y ait un capitaine d'industrie qui prend le sujet et qui se dit « je vais le faire ». Un capitaine d'industrie ici local qui va se dire d'accord, ok, je vais le faire, je vais monter quelque chose avec des gens solides. Ah oui, c'est pour ça que j'ai appelé ça. Faut des aides de l'État, faut du foncier, faut tout ça. Je pense que tout ça existe. On a plein de zones d'accélération industrielle, plein de zones. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on doit devenir, tout le Maroc doit devenir une zone d'accélération industrielle, pas des zones, parce que ça c'est une logique que je comprends jamais, mais c'est pas grave. Dans lesquels il y a de l'intéressement fiscal et dans une autre zone il n'y a pas d'intéressement. C'est illogique. C'est comme si là on accélère, là on décélère. Donc il faut qu'il y ait un capitaine d'industrie, quelqu'un qui construit une vision, qui la vend à l'État et que il met les investissements et qu'il trouve et qu'il crée tout ça. Globalement, il faut un porteur de ce projet. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est simple parce qu'il faut ça commence par une personne ou un industriel, mais c'est compliqué à mettre en place. C'est pas une mince affaire. Il faut faire un deal avec un géant, le faire ici, l'implanter. Vous avez cité le cas de Stellantis. Stellantis est sur le bon chemin avec la partie batterie, avec des parties de voitures, et c'est en bonne voie. Mais il faut sur les petites Topolino, les choses comme ça, non, qui sont par exemple, des véhicules. Ils ont sorti un véhicule qui s'appelle le Terris, qui est une sorte de triporteur avec matricule et donc qui se conduit avec un permis. Je pense que la valeur ajoutée elle dépasse 80%. Il est fabriqué complètement ici et full électrique. Et ça veut dire on a toutes les technologies pour faire. Maintenant, il faut une bonne volonté. Il y a aussi une production locale de triporteurs électriques. Alors la production locale, on n'aura pas nationale, c'est-à-dire un constructeur national. Oui, la production nationale, on n'aura pas le temps d'en parler parce qu'il vaut mieux peut-être parce que on a il y a des articles qui sont sortis notamment sur un véhicule électrique avec Neo Motors, et puis on découvre que ce véhicule électrique il est sur catalogue chez pas mal de constructeurs. Alors mais je sais pas, on n'en parle pas. On va pas en parler, d'accord. Dernière question. Il y a les véhicules électriques, il y a la volonté donc on va dire de privilégier l'électrique. Ça veut dire quoi ? Ça doit passer par l'État qui subventionne l'achat de véhicules. Non, je pense qu'il faut. C'est pas le point de départ. On ne construit jamais une industrie parce qu'il y a une subvention. Ça n'a pas de sens. On construit une industrie parce qu'elle rend un service et qu'elle est abordable. Non, mais je parlais pas de l'industrie, je parlais du consommateur. L'utilisateur, le citoyen. Puis des entreprises, les flottes. On est d'accord. Le citoyen. Par contre, le point de départ... Ça peut inciter quand même. Oui, j'y arrive. Mais le point de départ, c'est qu'il y a une industrie qui rend un service ou qui a un produit intéressant pour le citoyen avec un prix intéressant et avec une réduction de sa consommation. Maintenant, pour inciter la bascule, parce que globalement, j'ai une voiture conventionnelle carburant, qu'est-ce qui fera que je vais le faire ? C'est là où il faut une incitation pour renouveler le parc, et c'est là où l'État met la main à la poche. Et c'est là où ça a du sens, en se disant, vous savez quoi, si vous prenez de l'électrique, ça nous coûtera moins cher en termes de maintenance, et je suis prêt à vous aider, comme ce qu'on a fait pour le logement social, comme ce qu'on a fait pour plein de choses. Mais le point de départ n'est pas la subvention, parce
parce qu'on construit. Sinon, on aura des opportunistes qui vont créer un business simplement qui se base sur la subvention. Il faut qu'il y ait un business qui se base sur des maîtrises de rentabilité et de moindre consommation écologique et avec de la qualité, avec de la sécurité, avec une nouvelle technologie. Vous maîtrisez votre voiture parce que voilà, vous êtes dans un téléphone mobile et à la fin, l'État doit mettre la main à la poche. Et donc oui, d'ailleurs je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai trouvé dans la presse qu'il y avait des subventions. Ouais. Je ne sais pas ce... J'ai pas regardé la loi de finances. C'est un débat sans fin. Ouais. En Allemagne, quand on a supprimé les subventions, le marché électrique s'est écroulé. Donc effectivement, tu as tout à fait raison, Hicham. Il faut que d'abord ça obéisse à des logiques de marché et ensuite la subvention arrive. Messieurs, on reviendra sur ce débat qui est très intéressant, mais là il est 9h24 et c'est l'heure des débats express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Alors, petit débat express aujourd'hui, et pourtant, j'aimerais votre avis sur une info qui est tombée ce matin. Donald Trump et le maire de New York vont se rencontrer demain. Donc le maire voilà ce que dit d'ailleurs Donald Trump. Le maire communiste de New York, Zoran Kwame Mamdani, a demandé à ce que l'on se rencontre. Nous avons décidé que cette rencontre aurait lieu dans le bureau ovale vendredi, a écrit le président américain. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Votre réaction là-dessus, parce que quand même... En bête politique, il le traite de communiste, il a raison, parce que la réalité de Mamdani, c'est que on revient à la logique gauche-droite aux États-Unis, qui était un tabou depuis le macartisme. Ouais. Et l'élection de Mamdani ne doit pas être vue de l'angle qu'il est musulman, c'est pour moi. Hein. J'en ai parlé à des amis, à des connaissances, et ils ne sont pas d'accord, certains, d'autres oui. Mais c'est plutôt anecdotique, le fait qu'il soit musulman. Ce qui est vraiment sérieux, c'est que, comme on dit, c'est un rouge. C'est-à-dire, il le dit, hein, il est socialiste, communiste. Pas vraiment communiste, hein, c'est exagéré. Presque. C'est ce que dit Donald Trump, c'est exagéré, mais parce que Donald Trump est fervent de l'exagération. Mais il a raison. Donc, pourquoi il dit ça? Pour ne pas perdre son électorat musulman, parce que Donald Trump a un électorat musulman. Bien sûr. Et donc il le rappelle. Évidemment. Il rappelle d'abord aux siens et aux autres. Attention, c'est un rouge, c'est pas un vert. Ouais, c'est pas voilà. En gros, c'est ce que veut dire Donald Trump pour ne pas perdre les musulmans des États-Unis, qui ont bien voté pour lui. Hein, mais c'est vrai, c'est un fin communicateur. C'est globalement. C'est fort. Hein. Bah très fort. Ouais. Puis ça va sortir, vous verrez, avec une poignée de main. Bien sûr. Bien sûr. Et probablement ils vont faire un deal. C'est globalement, il a voulu me voir, de 1. 2, je le reçois chez moi, dans le bureau ovale. Et puis après, personne ne saura ce qui s'est passé. Donc on aura globalement une petite caricature au départ, des poignées de main, des petites boutades, et probablement il va lui offrir son parfum comme ce qu'il a fait pour l'autre président. Alors, ce qu'il faut dire quand même, il faut rappeler, parce qu'on a dit de Mamdani qui sortait de nulle part, etc. C'est quand même le fils de Miraner, qui est une réalisatrice indo-américaine, et qui est en gros ce qu'on pourrait appeler une gauchiste un peu à l'ancienne. Ouais. Donc du coup il a marqué tradition. Il a marqué gauche très fort. C'est pour ça qu'il se permet de l'appeler. Surtout et Donald Trump, rappelons-le, c'est un New-Yorkais. Ouais. Et il est cible des mesures de Mamdani. Bien sûr. Hein, je pense que c'est lui plus en termes de business qui a intérêt à voir Mamdani que l'inverse. Il nous reste 3 minutes et en fait il nous reste 1 minute. Voilà, c'est ça. Non, je voulais alors du coup j'ai plein de choses. Je voulais qu'on parle du leadership marocain en termes de football avec Hakimi, avec ses et puis pas que lui. Consécration extraordinaire. Consécration extraordinaire, c'est génial. On en parlera une autre fois. Mais ça sera encore génial si on gagne la CAN. Il faut gagner la CAN. Bien sûr qu'il faut gagner la CAN. De toute façon, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'autre option. On déménage tous si on ne gagne pas. Bah oui. Et puis là, on a 30 secondes. Il y a eu un sondage qui est sorti qui concerne Franco en Espagne. Et il y a 1 jeune sur 5 qui pense que sous Franco, l'Espagne était, on va dire, plus forte. Quand même, Franco a exécuté. Non, mais c'est exécution extrajudiciaire, c'était la dictature. J'aime bien sur ces débats express me garder des sujets d'actualité du jour. Bon, et j'ai commencé ma journée là-dessus sur une radio française, un reportage dans les rues de Madrid avec des jeunes qui disent ah ouais, en fait, tu me permets, quand il y a de la distance temporelle, on n'est plus concerné par les événements.
et on a un jugement qui est complètement détaché, déconnecté de la réalité. Oui. Et donc nous, on a moins de distance parce que je pense toi et moi, on a des cheveux blancs, lui encore moins. Et donc globalement, cette distance qui est très proche fait qu'on a un jugement plutôt de valeur qui se rapproche à ce qui s'est passé. Oui. Les jeunes actuellement, enfin espagnols, cette distance est tellement lointaine qu'ils ne voient que la partie de l'affirmation du pouvoir. Ouais. De l'État. Et donc pour eux, il y a cette distance et ça leur permet. Globalement, c'est pour ça qu'il y a ce jugement, c'était plus fort. Je pense que sous Franco, il n'y aurait pas eu TikTok. Hein, et surtout, clairement, c'est les heures sombres, c'est des heures sombres. Ouais, Je pense que ces jeunes-là n'auraient même pas le droit de parler. Non, mais parce qu'après, après, il va y avoir une montée de l'extrême droite, Vox, etc., etc. Bon, bref. Merci, messieurs. Non, c'est pour ça qu'il y a le devoir de la mémoire. Oui, bien sûr. Ils l'ont fait, ils l'ont même déterré, Franco, rappelons-le. Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du démarrage des procès de Nuremberg. Alors, vous voyez, merci, messieurs, Hafid Boutaleb et Hicham Hamadi. Non, Greta Boutaleb. Greta Boutaleb. Au secours. On aurait pu avoir un débat sur Greta. Et le Mahatma Hamadi aussi, qui est très fort. Merci beaucoup. À très vite.